Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Hello everyone. Good afternoon, most of you. Good morning for some of you. Bonjour, bon après-midi pour la plupart d'entre vous. Bonjour, Bonjour. bonjour à tous. Nous avons des collègues comme Nadine, j'ai pu voir Faustin, j'ai pu voir Morbé, Oscar. Bonjour, bienvenue. Et puis d'autres personnes que je ne connais pas encore. Bonjour Nadine. Hello some of you. Hello, welcome. Bonjour, bonjour. Hello. Excellent. I see some Bonjour. faces that I know. I think I saw Ding Sarah. I think I saw a couple of other Je people. vois quelques personnes que je connais déjà, quelques personnes qui sont inconnues pour l'instant. Merci d'être venus. Bienvenue. Nous attendons des autres participants. Avant de commencer, je vais vous expliquer la fonction d'interprétation. En bas de votre écran Zoom, vous pouvez sélectionner l'icône du globe terrestre pour sélectionner le canal linguistique de votre préférence. Nos amis francophones, vous le savez sûrement, nous avons accès à l'interprétation, donc n'hésitez pas à aller tout en bas de votre écran où il y a le petit globe, vous pouvez choisir la langue et je vous invite à aller dans le groupe, dans la cabine de travail en français, voilà, la cabine francophone. Donc je regarde un petit peu les gens qui sont en train d'arriver. Est-ce que tout le monde a accès à l'interprétation? On vérifie bien que tout le monde est inscrit dans le bon groupe. Hello everyone. I just wanted to make sure you're all connected to interpretation so we can start and have everybody fully comfortable with the conversations we're going to have together. J'espère que vous avez choisi le canal linguistique de votre préférence. Si vous entendez cette voix, vous êtes sur le canal français. Nous pouvons patienter quelques instants de plus. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à notre collègue Fernanda a organisé ce webinaire. Elle a travaillé avec l'équipe GFF. Nous allons présenter l'équipe dans quelques instants et nous sommes ravis de voir des représentants de 3 pays qui vont faire un partage d'expérience. Bonjour au Tchad, au Rwanda et à la Tanzanie. Rapidement. Et donc voilà, donc est-ce que tout le monde nous entend? Pour ceux et celles qui vont parler, on vous demandera toujours d'avoir des écouteurs filaires, ça sera beaucoup plus pratique et de meilleure qualité. Mais sinon, on va pouvoir commencer dans quelques minutes. Voilà, je vérifie juste que nous avons notamment un de nos collègues du Tchad qui est déjà là. Voilà, nous sommes une quarantaine. C'est un petit groupe très sympathique. Mais écoutez, j'ai vu que quelques-uns avaient commencé, donc je vous invite à utiliser le chat et peut-être à vous saluer, à vous présenter en quelques mots et dire, voilà, de saluer toutes les personnes qui sont là et d'indiquer votre pays. C'est toujours agréable de savoir quels pays sont présents. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous renommer de façon à ce qu'on voit apparaître votre nom, votre pays et peut-être ce que vous voulez partager. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous saluer. Nous avons Jean Ouattara qui nous dit bonjour. Nous avons Caleb qui nous dit bon après-midi. Voilà. Mais écoutez, si vous voulez bien, on va commencer gentiment avec l'introduction. Et je donne la parole immédiatement à Dr Amiragos, qui est la personne responsable de l'équipe opération au sein du GFF, qui va nous accueillir dans cet atelier. Je vois que nous sommes 44 et on dirait que le nombre est stable. Donc, je donne la parole à Amiragos. Thank you, Pascal. Good morning, good afternoon, good evening. Merci Pascal. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir ici avec nous et j'attends avec impatience cet atelier. Nous allons parler de nos expériences, des innovations, des enseignements tirés de nos réussites, de nos échecs. Et nous allons parler de ce que nous pouvons faire à l'avenir avec l'innovation. Nous allons partager la perspective du GFF et le travail que nous avons effectué au fil des dernières années pour encourager plus d'innovation pour l'avenir. Cet atelier
est un forum pour continuer la discussion et nous pouvons parler des défis, des difficultés, des problèmes que vous avez rencontrés dans votre expérience. C'est un forum aussi pour nous encourager à interagir un peu plus, de discuter plus et de savoir que nous pouvons mettre à l'échelle ces innovations pour améliorer la vie des autres. J'espère que vous allez profiter de cette expérience et que ce sera une expérience participative pour vous tous. Et maintenant, je vais passer la parole à Pascal qui va lancer la conversation avec les présentations. Merci beaucoup, Amir. Oui, je vois qu'il y a quelques autres personnes qui viennent d'arriver. Je vous encourage à sélectionner la fonction d'interprétation en bas de votre écran. N'hésitez pas à utiliser le bouton d'interprétation en bas. On va vous inviter à fermer vos micros pour l'instant. Daniela, Albosch. Monsieur Bankou, votre micro est ouvert, on va le fermer pour vous. Voilà, si on va commencer donc. Voilà, je voulais juste vous dire que le programme, 3 étapes principales. La première chose, on va commencer par voilà, présenter un petit peu de quelle manière le GFF soutient l'innovation en matière de santé et quelle est l'approche du GFF. Ensuite, on va écouter on espère, 3 exemples pays. Il est très important pour nous d'entendre la voix des pays et non pas juste la voix institutionnelle. C'est très important de vous entendre et de partager avec vous. Et puis, la dernière étape sera voilà, le futur, les attentes pour le futur. Et voilà, on va essayer d'en parler, de voir un peu comment le GFF planifie l'innovation pour le futur. Et donc, je ne vais pas parler plus longtemps. Ah oui, non, je voulais juste rajouter une dernière petite chose avant qu'on commence, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que vous ayez la parole le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Et donc, ce sera aussi très important d'utiliser soit le chat, soit de lever la main pour avoir des échanges avec vous. Très bien. Donc, n'hésitez pas à continuer à vous présenter dans le chat. Bonjour Tzedeke, bonjour Caleb. Et donc, on va pouvoir commencer. Je vais donner la parole à ma collègue Snéa qui va se présenter et puis nous donner un petit peu, présenter l'approche et le soutien que propose le GFF en matière d'innovation. Hello Snéa. Thanks, Pascal. So I'm actually going to kick us off. Merci, Pascal. Je vais commencer avec des informations générales sur le SDR. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais faire un partage d'écran. J'espère que vous pouvez voir les diapositives. Sorry to interrupt, Justina. The slides as well are going to be in the chat for the French speakers, translated slides. Thank you. Thanks, Fernanda. So we wanted to share a little bit about why GFF started really looking at innovation. Il est important de parler des raisons pour lesquelles le GFF a commencé à penser aux innovations et à la réconception. Nous avons constaté que nous n'allons pas atteindre les objectifs des ODD. Cela devient de plus en plus important avec les crises comme les pandémies, la COVID-19 et d'autres crises. Et il faut accélérer le rythme de progrès. Nous avons besoin d'assurer la continuité des services de santé essentiels, même pendant les crises et au-delà, de renforcer la qualité des services et de repenser la prestation des services pour atteindre les communautés les plus vulnérables. Nous voulons aussi construire des systèmes sanitaires qui sont plus résilients et équitables pour l'avenir. L'occasion, la possibilité est d'utiliser les innovations pour aider les pays à réaliser leurs objectifs. Comment répondre à la demande des pays pour rendre durables les innovations, de respecter leurs priorités par rapport à la santé des enfants, des adolescents et la nutrition. Nous allons parler de plusieurs expériences avec les représentants des pays. Nous avons plusieurs conceptions des modèles. Pour les services, pour l'accès aux services, nous avons des modèles par rapport au financement de la santé, des chaînes d'approvisionnement, les produits et les technologies que nous pouvons utiliser. Donc ici, un aperçu
des étapes d'innovation à haut niveau. Nous avons l'étape du début qui est important pour ceux qui sont en train de concevoir des innovations. Et après, on a besoin d'un financement pour élaborer ces innovations et pour les tester. Il y a plusieurs partenaires qui travaillent dans ce domaine. Quand l'innovation devient de plus important et on approche l'étape de la mise en œuvre, nous avons l'initiative pour mettre l'innovation à l'échelle. C'est une étape de transition qui a besoin d'un financement et nous travaillons avec des innovateurs, des gouvernements et des tierces parties pour élaborer des projets pilotes. Nous allons parler plus tard aujourd'hui de la mise à l'échelle de l'innovation. C'est une étape de maturité où les gouvernements ont besoin de financement et d'assistance technique afin d'intégrer et de mettre en œuvre des innovations. Le gouvernement est au cœur du processus de sélection et de la mise en œuvre. Et donc, il faut parler de comment les partenaires et le GFF peuvent fournir le financement et l'assistance technique afin de soutenir, d'appuyer cette mise à l'échelle. Voilà les étapes de soutien du GFF. Cela commence en bas et à gauche, où nous avons le dialogue pays et la priorisation. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà les plateformes nationales du GFF. L'intégration à la plateforme, le dialogue de politique est la première étape pour déterminer ce qu'il faut faire. Prochaine étape, d'adapter les défis des pays aux solutions d'innovation. Donc, c'est une question de paysage et nous pouvons créer une liste de choix et le gouvernement peut choisir les innovations qui sont les mieux adaptées à la situation. Et le GFF peut fournir un forum et une plateforme de discussion. Une fois que le gouvernement a sélectionné les innovations, nous passons à la troisième étape de financement. Nous pensons aux mécanismes de financement qui sont plus durables. C'est essentiel. Une fois que nous sommes à l'extérieur des systèmes gouvernementaux, la durabilité devient un grand défi. Il faut aider les gouvernements et les partenaires à trouver comment pérenniser les programmes et les systèmes. Nous avons un paquet qui intègre le financement et l'assistance technique et le gouvernement a le contrôle de tout le financement et aussi du programme. Et dernière étape, la mise en œuvre et les résultats. Parce que nous allons appuyer la mise en œuvre du projet avec la Banque mondiale et nous allons aussi suivre les résultats. Aujourd'hui, les pays vont parler de comment ils ont utilisé, comment ils ont mis en œuvre des innovations différentes pour des questions de qualité des soins et des systèmes de prestation de services. Je ne vais pas parler des détails parce que nous allons en discuter les détails plus tard pendant cet atelier. Mais voilà quelques informations par rapport aux pays partenaires et comment ces pays ont intégré les innovations dans leur système de santé. Cela peut être des outils numériques pour la qualité des soins, mais nous pouvons aussi parler d'une réconception de la prestation des services et d'améliorer le système de santé elle-même. Alors, à quoi ressemble la réussite pour ce programme innovation?
Eh bien, ça pourrait être que beaucoup plus d'agents de santé sont mieux formés, ont les bons outils pour donner des prestations de qualité. Ça veut dire aussi un système d'aiguillage ou d'orientation plus solide pour s'assurer que les patients sont dirigés vers les soins appropriés, même quand il y a des cas de complications ou d'urgence. C'est aussi les décideurs qui ont accès à des données qui sont les bonnes et qui viennent des premières lignes pour éclairer l'allocation des ressources et la prise de décision et pour mieux utiliser les ressources. Et en dernier lieu, tout ceci, en fait, s'allie pour pouvoir avoir des prestations intégrées dans les services et des réformes qui peuvent permettre des soins de qualité pour les enfants et les adolescents. Voilà, je vais m'arrêter là. Thank you very much, Sneha. If we Merci were beaucoup. in a real setting with people in the room, we would have S'il y avait bien sûr des gens dans la salle, nous aurions applaudi, mais comme nous sommes en virtuel, on peut peut-être appuyer sur la petite icône. Effectivement, vous pouvez utiliser cette petite icône. Merci beaucoup, Sneha. Avant de commencer, en fait, vous pourriez vous présenter, nous dire quelques mots sur vous et en fait, on pourra bien sûr donner la parole et laisser les personnes poser les questions sur votre présentation. Sneha. Alors, j'aurais dû dire ça au début, effectivement. Alors, je suis le docteur Sneha Kanaganti. Je mène l'engagement du secteur privé au secrétariat du GFF ici à Washington. Alors, c'est la première étape de notre réflexion aujourd'hui. Nous voulions expliquer un petit peu comment le GFF voit l'innovation, quel genre de soutien le GFF offre. C'est la première étape. Donc, nous avons quelques minutes pour les questions. Y a-t-il des points de précision, des commentaires pour savoir effectivement comment le GFF perçoit l'innovation? Est-ce que vous avez des questions à l'heure actuelle après cette première présentation? Je sais que certains d'entre vous êtes en train de regarder la version française. Ça vous permet de voir si vous avez donc des questions. J'ai noté certains éléments qu'il serait peut-être intéressant d'explorer, mais c'est à vous, vous avez la parole. Vous pouvez utiliser le chat dans toute la conversation si vous le voulez pour envoyer des questions et ma collègue sera très heureux d'y répondre. Donc, on va donner juste quelques minutes supplémentaires. Pas de questions à l'heure actuelle. Très bien. Eh bien, nous allons poursuivre par ce qui est vraiment très intéressant. C'est en fait de contraster ce que vous avez présenté avec les expériences en temps réel dans les pays. Et ça, c'est très intéressant de faire. La première présentation que nous allons avoir. La première présentation devait être celle du Tchad, mais je ne suis pas sûr que monsieur... non, avant le SCAD. Nous avons une présentation avant très importante sur je ne sais jamais comment on dit SDR en français, la revue, la refonte du service du service, oh mon Dieu, j'ai oublié, SDR. Supriya va nous le présenter et ensuite je vais chercher la version française. Supriya, you wanted to tell us a little bit about SDR in particular as a focus of the work we do around innovation. Would you introduce yourself and say a few words? Thank you. Est-ce que vous voulez bien vous présenter et dire quelques mots? Allez-y. Bonjour à tous. Je m'appelle Supriya Madhavan. Je suis spécialiste senior avec le secrétariat du GFF et je suis responsable du travail au secrétariat en termes de réorganisation des services. Supriya, est-ce que vous voulez bien présenter votre présentation sous mode… voilà, très bien, merci. Donc, je suis chargée de la réorganisation de la prestation de service. Alors, comme Snella l'a dit, il ne s'agit pas, ce n'est pas en fait une innovation qui porte sur un outil numérique ou sur ou un gadget, mais il s'agit de niveau supérieur, donc à un niveau macro de réforme des systèmes en tant qu'innovation. Et donc, c'est en fait le SDR ou réorganisation de la prestation de service a été en fait abordé en 2018 quand nous avons eu un rapport de la commission
qui abordait la question de qualité dans les systèmes sanitaires. Et la commission Lancet a en fait souligné qu'on pouvait en fait sauver vers 8 millions de vies chaque année dans les pays à revenus faibles et intermédiaires si on avait une qualité dans les systèmes de santé et que la qualité a un impact. L'impact de la mauvaise qualité est en fait ressenti le plus par les plus vulnérables et les personnes les moins bien desservies. Donc, ce que ce rapport appelait à avoir une action systémique pour améliorer la qualité. Étant donné ceci, je pense que le GFF a été inspiré à mener la charge avec la Banque mondiale dans ce domaine en termes de réorganisation des services, des prestations de services. Allez, quelle a été la motivation du GFF pour faire donc ce SDR? C'est en fait l'idée que maintenant nous sommes en 2023, la plus grande partie du monde, même dans nos pays GFF, ont en fait très bien fait pour pouvoir augmenter le nombre de femmes qui vont accoucher dans des endroits, des formations sanitaires officielles, donc avec une augmentation du nombre d'accouchements assistés par un personnel qualifié. Mais comme vous voyez à gauche, ce diagramme montre que pour les pays où en fait ils ont en fait réalisé leur cible ODD, il y a quand même une très grande une incidence de mortalité néonatale. Et à droite, en termes de mortalité maternelle, donc c'est la même chose. Donc même si en fait il y a une augmentation de ces femmes qui vont dans des formations sanitaires pour accoucher, eh bien il y a quand même une grande mortalité. Donc on se tourne sur la question de qualité systémique. Alors, ce que la commission sanitaire de la Lancet a dit, c'est qu'en fait, ils ont une théorie du changement et ils ont identifié qui que, en fait, la réorganisation des prestations de services est l'un des facteurs d'action universelle et d'actions qui peuvent transformer les systèmes et que l'on peut adopter, y compris donc le gouverner pour la qualité, transformer le personnel de santé et susciter une demande de qualité, pour la qualité, pour pouvoir effectivement y arriver. Et donc, mais ces 4 points, donc en particulier redéfinir la prestation de service, ressort comme étant tout simplement un facteur très important pour la qualité dans les pays de revenus intermédiaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ce SDR? Donc, cette réorganisation de la prestation de service est en fait intentionnelle. C'est la réorganisation des systèmes de santé pour pouvoir améliorer la qualité et les résultats. Et pour nos GFF, nous, ce qui nous importe, ce sont les résultats pour les femmes et pour les nouveau-nés. Ça veut dire que la réorganisation peut en fait inclure l'endroit où les services sont fournis, quand ils sont fournis et par qui. En particulier pour les services de santé pour les mères et les nouveau-nés, eh bien, ça veut dire que le SDR veut dire que toutes les femmes ont accès à des services complets d'obstétrique, d'urgence et de soins aux nouveau-nés dans un délai de 30 minutes à partir du lieu de naissance. Donc, ça, c'est très important. Ça, c'est en fait ce que nous disons, c'est que si une femme a des problèmes pendant l'accouchement, quel que soit l'endroit où elle se trouve, que ce soit dans une formation de soins primaires, que ce soit avec là où il y ait une sage-femme ou à la maison, elle doit pouvoir se rendre dans une formation sanitaire de soins supérieurs dans les 30 minutes pour avoir suffisamment de potentiel pour pouvoir sauver sa vie et la vie de son enfant. Et donc, nous soulignons que ça, c'est une aspiration. Nous savons que dans bon nombre de pays du GFF, c'est quelque chose qui ne sera pas forcément possible de réaliser dans les 3 à 5 ans qui viennent, mais nous voyons ceci comme étant en fait une vision
que les pays devraient aspirer, auxquels devraient aspirer. Donc, une aspiration des systèmes de santé qu'on aimerait avoir pour assurer que toutes les femmes, pas uniquement les femmes vivant dans les zones urbaines, pas uniquement les femmes qui ont les moyens, aient accès à des soins de santé, à des soins qui se trouvent et qui soient de qualité là où elles en ont besoin. Alors, donc, ce que nous avons découvert quand on travaille avec les pays sur le SDR, c'est en fait, c'est un processus. On ne dit pas qu'il n'y a qu'un seul modèle de soins, mais ce que l'on veut souligner, c'est que le processus lui-même est très bénéfique pour les gouvernements, pour les parties prenantes, pour pouvoir comprendre ce que veulent les femmes, ce que les communautés veulent et comment le système peut en fait répondre à ces besoins. Le processus inclut 5 étapes. La première, c'est bien sûr l'engagement, c'est-à-dire c'est en fait mené par le gouvernement, c'est en fait une compréhension, une entente de savoir quels sont les problèmes. Dans la plupart des pays GFF, c'est en fait focalisé sur l'amélioration des résultats pour les mères et les enfants et cela identifie la théorie du changement pour essayer de voir quelles sont les ressources de financement nécessaires. Ensuite, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire une recherche formative où l'on examine en profondeur, grâce à des données qui viennent des soins primaires, on parle aux communautés, on parle aux femmes pour savoir quels sont les obstacles, quelles sont les préférences et on fait ensuite des analyses de données secondaires pour pouvoir véritablement comprendre l'état des lieux du système actuel. Et ensuite, on prend toutes ces données et on passe à la troisième étape, c'est-à-dire donc une conception participative euh, qui est en fait centrée sur l'être humain, avec bien sûr différentes parties prenantes pour obtenir un prototype et des options pour pouvoir reconcevoir un système. Et donc, on adopte l'option à laquelle on convient pour passer à la phase de mise en œuvre et de faire des recherches par rapport à la mise en œuvre et pour essayer, dans la cinquième étape, d'évaluer ce système de reconception. Donc, ça n'est pas un processus qui peut se faire du jour au lendemain ou même en 2 ou 3 ans, mais nous considérons que c'est en fait euh, un changement systémique au niveau macro et le GFF et la Banque mondiale peuvent offrir une assistance technique aux différents pays qui aimeraient explorer ce genre d'approche innovante d'augmentation de la qualité. Nous, bien sûr, nous aiderions aussi avec la Banque mondiale des, s'il y a des projets qui sont opportunistes, si on peut explorer, des financements pour aider les gouvernements à explorer effectivement ce processus d'SDA. On en est au tout début. Nous avons un certain nombre d'engagements au niveau, mondial. Il y a environ 12 pays, qui sont intéressés et nous allons avoir beaucoup plus de demandes et c'est en fait, on en reçoit toutes les semaines. Donc, c'est uniquement un seul exemple d'une innovation de système que nous serions très heureux de travailler avec vous tous sur ce point. Je vous remercie. Merci. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat et je vois qu'il y a donc certaines questions dans le chat et je pense qu'il y en a une qui est en fait intéressante. C'est Faustin qui demande du RDC pourquoi est-ce que la réorganisation du système de santé n'inclut que le pourquoi, le quand et le qui, et pourquoi est-ce que ça n'inclut pas la question comment, qui est en fait tout à fait pertinente à ce système SDR. Donc, Supriya, est-ce que vous voulez peut-être répondre à ces questions? C'est une très bonne question, Faustin. Et implicitement, ce que l'on dit, c'est que on s'occupe du comment aussi. Mais je pense que la question, la problématique importante, c'est quand on parle d'accouchement, quand on parle de naissance des enfants, on veut savoir où.
se trouvent les prestations de services, parce qu'on veut bien sûr assurer qu'une femme peut se rendre, peut avoir, des soins obstétriques d'urgence quand elle en a besoin, et ça, c'est quand. Et le qui, eh bien, c'est en fait, y a-t-il un personnel qualifié, que ce soit au niveau des soins primaires ou au niveau des autres niveaux, pour assurer que les prestations sont bien données. Le processus du SDR, donc ce processus, eh bien, s'occupe du comment. C'est-à-dire, on travaille avec toutes les parties prenantes, en particulier les gouvernements, pour savoir comment le système va pouvoir être réorganisé. Et il y a bien sûr énormément d'éléments qui doivent être réorganisés, et donc des ressources humaines pour la santé, le soutien en termes de financement, tout, enfin, les éléments sont là et ils sont tous impliqués. Voilà. C'est une excellente question. Je vais le noter pour la prochaine présentation. Nous avons une question de Tesdeke en Éthiopie qui a posé la question: est-ce que la SDR prend en compte d'autres facteurs de contexte comme l'électricité, l'accès à l'infrastructure et tous les éléments qui sont essentiels pour la qualité des services? Oui, c'est une excellente question. Je pense que on devrait reconnaître qu'on utilise une approche multisectorielle. Nous avons des discussions avec d'autres équipes de la Banque mondiale qui travaillent avec les projets de l'infrastructure, de la construction des routes, des transports. Oui, c'est une très bonne question. Nous attendons qu'avec le temps, avec l'amélioration des routes, les communautés vont prendre d'autres décisions, et ces décisions seront basées sur d'autres questions d'accès. Merci beaucoup. Nous avons aussi une question par rapport aux critères d'innovation. Amir ou Supriya, si vous avez une réponse, des informations par rapport aux critères pour définir une innovation. Sneha, si elle est là, peut-être que Sneha peut répondre. Ah, je pense qu'elle a un problème avec son microphone, un problème de son. Je sais que, en général, ce que nous avons présenté comme critère est de déterminer les besoins d'abord et après assurer que cette innovation réponde aux besoins. Cela est encore une question de priorisation. Les pays ont beaucoup de besoins. Il faut définir ces besoins et après voir si l'innovation existe pour accélérer le progrès. Ce n'est pas que nous arrivons avec une innovation pour dire pouvez-vous utiliser cette innovation? C'est plutôt si vous venez avec une innovation. En anglais, on dit que si on arrive avec un marteau, on trouve des clous partout. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir quelles sont vos priorités. Et si nous avons des moyens pour accélérer les réponses ou pour accélérer les réformes, pour répondre aux besoins, nous pouvons peut-être vous aider avec une innovation. Mais pour l'exemple de la SDR, par exemple, il y a des pays qui nous ont approchés en disant nous avons toujours un taux de mortalité maternelle trop élevé et nous avons travaillé pour assurer qu'il y a plus d'accouchements dans des formations sanitaires, mais comment améliorer ces statistiques d'accouchement et de mortalité maternelle. Et donc, quand on nous donne une priorité, nous pouvons voir si nous avons une innovation qui peut répondre aux besoins. Sneha, je pense qu'elle est là. Ah oui, je pense que le microphone fonctionne maintenant. J'ai mis une réponse dans le chat aussi. Si vous pensez au processus, il faut d'abord analyser pourquoi
est-ce que nous n'avons pas encore eu des résultats positifs? Comment accélérer nos progrès? Est-ce qu'on devrait utiliser un produit, des technologies, un nouveau processus? Il faut peut-être changer notre approche. Je pense que c'est là où on peut commencer à penser aux innovations. Ce n'est pas arriver avec une innovation parce que l'innovation qui fonctionne dans un pays, ce n'est pas le même dans un autre pays. Je pense qu'il faut prendre en compte la spécificité du contexte. Il faut aussi identifier les défis, les difficultés, les problèmes. Et après, nous pouvons apporter une solution. Nous pouvons trouver la solution qui est adaptée au contexte et aux besoins. Je pense que Daniel a levé la main. Daniel, si vous avez quelque chose à ajouter? Daniel, si vous pouvez ouvrir votre caméra et vous présenter. Je voulais tout simplement compléter la réponse de Snea et Supriya. Nous avons un cycle de données régulier au GFF et nous pouvons analyser les défis. Nous faisons ce travail chaque année. Nous analysons les données, nous identifions les défis et nous pouvons utiliser cela comme point de départ. Merci beaucoup. Je vois d'autres questions dans le chat. Je vais poser la question de Nadine en français. Comment évaluez-vous le temps pour développer et mettre en œuvre le SDR face à l'urgence de réduire les décès maternels et infantiles? Cette innovation de système pourrait-elle s'appliquer surtout dans les pays fragiles? Et puis, il y avait une autre question, il y avait 3 questions. Est-ce que la question de SDR entraîne qu'en fait, finalement, on ne met plus l'accent sur les soins de santé primaire? Est-ce qu'on peut faire ça aussi dans les zones avec une accessibilité faible? Et comment est-ce qu'on transporte les femmes? Donc voilà, quelques questions un peu générales. Maybe Sophia, you want to start on these questions randomly? Je pense que ce sont de très bonnes questions. Bonjour, Madame Nadine. Nadine, vous savez, j'ai travaillé au Burkina, au Mali, et maintenant, nous sommes en train d'organiser un projet pilote de SDR en RDC. Et donc, nous aimerions essayer de savoir que la SDR fonctionne non seulement dans des pays à revenu intermédiaire, mais aussi dans des pays en situation fragile, le Tchad, le Niger, par exemple. Nous avons des plans pour les années à venir. Comme j'ai dit, la SDR, c'est quelque chose qui ne se termine pas dans 2 ans. C'est quelque chose qui est une réforme systématique. Il faut du temps pour mettre tout en œuvre. Nous savons que dans des situations où nous avons un taux très élevé de mortalité maternelle, comme au Tchad ou en RDC, bien avant la réorganisation, nous avons des interventions qui sont très efficaces que nous pouvons mettre en œuvre avant d'utiliser une innovation. Nous savons que c'est un système de réduction qui est la plus efficace pour le moindre coût. Bon, ce que nous faisons d'abord, c'est de lancer un projet pilote pour évaluer la réorganisation. Une fois que nous avons réussi avec le projet pilote, nous pouvons mettre à l'échelle l'innovation. Nous n'avons pas beaucoup d'exemples de cela dans des pays en situation FCV, mais nous travaillons avec la Banque mondiale pour avoir des données sur le succès. De la RDC qui dit salut à tous et merci pour cette démarche d'appui au pays pour améliorer la qualité des services et soins de santé afin d'impacter sur la santé de la population générale. La RDC est sur la voie d'élaborer son premier plan national stratégique sur l'amélioration de la qualité des soins et il rajoute que l'appui financier et technique du GFF est le bienvenu. En effet, je trouvais ça très intéressant de connecter avec ce que Supriya vient de dire. Alors, je reviens sur la question tout à l'heure. Soins de santé primaire,
is this taking the move away from primary care? How do we do Est-ce que nous sommes en train de changer nos priorités? Par exemple, est-ce que nous n'avons plus de programme axé sur les soins de santé primaires? Oui, pour l'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires, nous avons toujours du travail à faire afin d'améliorer la qualité des soins postpartum, des services de planification familiale et de tous les services pour la santé maternelle et du nouveau-né. Mais quand nous avons analysé les efforts afin d'améliorer les SSP par le passé, beaucoup de projets qui ont amélioré les résultats. Nous avons vu une amélioration des processus, une amélioration de qualité. Nous n'avons pas constaté des améliorations dans des autres statistiques, par exemple la mortalité maternelle et parmi d'autres. Donc, je veux souligner cela. Nous ne disons pas que les soins de santé primaire ne sont pas importants. Bien sûr, c'est très important, mais nous avons besoin d'un lien avec les services d'urgence. Merci beaucoup. Je pense qu'il est très important de souligner cette importance et ce lien. Caleb a posé la question, le GFF travaille avec les pays au niveau national ou au niveau des partenaires? Je ne sais pas si c'est clair. Peut-être je peux demander à Caleb d'expliquer sa question. Caleb, si vous voulez prendre la parole, nous avons quelques minutes. Si vous voulez prendre la parole, c'est toujours un plaisir d'entendre les autres voix, d'entendre la voix de nos collègues. Caleb, si vous voulez, vous pouvez poser votre question en direct. Merci. Vous êtes de quel pays? Je voulais savoir si le GFF travaille avec des organisations directement ou si le GFF travaille seulement avec les institutions gouvernementales et avec les gouvernements. OK, Snéha ou Amir? Merci Pascal, merci Caleb pour cette question. Oui, notre partenaire principal est le gouvernement. Nous essayons toujours de faire en sorte que le gouvernement mène la charge, que le gouvernement est le leader des initiatives. Nous travaillons avec le gouvernement afin de renforcer leur partenariat avec d'autres partenaires. Donc, notre partenaire principal est le gouvernement, mais nous travaillons aussi avec des bailleurs de fonds du secteur privé et avec des organisations internationales. Merci. Donc, nous avons parlé de la théorie. Je pense qu'il est très important de comprendre le cadre, la logique et l'approche du GFF. Mais je pense que maintenant, ce serait peut-être intéressant de passer aux exemples, d'entendre la voix des pays. C'est quelque chose qui serait intéressant pour nous tous. Je vais d'abord passer la parole à nos collègues de la Tanzanie. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir vos caméras. Dr. Mali Mangara, nous ne vous voyons pas, mais je vois que votre caméra est allumée. Agnès est ici avec nous aujourd'hui. Bonjour, bon après-midi Agnès. Pouvez-vous m'entendre? Oui, je vous entends. Je sais qu'il y a un problème de caméra. Mariam, oui, je vous entends. C'est excellent. Si vous voulez faire un partage d'écran, nous attendons avec intérêt la présentation de l'exemple de votre pays. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir la présentation. Marianne, vous êtes la première à parler? Non, Agnès? Mariam, est-ce que vous êtes la personne qui va parler, qui va présenter? Oui.
Allez-y, peut-être que vous pourriez nous parler de vous un petit peu. Vous avez un quart d'heure pour présenter le projet. Donc, évaluation du paysage des innovations. Bonjour à tous, bonjour, bon après-midi à tous. Alors, tout le monde a dit bonjour. Voilà, on peut vous entendre. Allez-y. Thank you very much. So, Agnès, vous pouvez nous montrer la présentation. Je m'appelle Mariam Ongara. Je suis conseillère locale pour le résultat par les développement dans le programme qui a été fait en Tanzanie l'année dernière. Et c'est en fait donc pour faciliter la demande du secteur public et la mise à l'échelle des innovations de santé. Alors pour commencer, première diapositive, Agnès. Allô, Agnès, si vous voulez reculer un petit peu jusqu'à la première diapo. Alors, donc, en fait, l'objectif, désolé. Alors, nous avons des petits problèmes techniques. L'objectif de l'évaluation était d'identifier les innovations qui peuvent être mises à échelle pour répondre aux besoins et aux priorités décrites dans la vision du développement de la Tanzanie 2025, le plan stratégique du secteur de la santé 2021-2026 et le One Plan 3. Nous n'avons plus d'audio, donc 2021 à 2025. Donc ça, c'est en fait l'objectif d'ensemble. Et nous avions aussi des objectifs spécifiques qui étaient de développer en consultation avec le ministère de la Santé. Nous n'avons plus d'audio et d'autres partenaires de développement. Une évaluation des besoins spécifiques qui décrit les lacunes et les goulots d'étranglement actuels dans les résultats prioritaires de la SRMNEA. Deuxième point, d'examiner le paysage des innovations en Tanzanie pour identifier les systèmes existants et éprouvés et les innovations en cours d'utilisation. Le troisième était de soutenir l'institutionnalisation des innovations en fournissant une assistance technique au gouvernement tanzanien. Et en dernier lieu, d'évaluer la capacité, donc les arrangements structurels et les goulets d'étranglement systémiques qui existaient du ministère de la Santé dans la hiérarchisation et la mise à échelle des innovations éprouvées. Donc, les défis et le défi, c'est en fait de relier l'offre, de lier l'innovation avec les demandes du gouvernement. Donc, pour y répondre et pour surmonter les obstacles à la mise en échelle de l'innovation, il est nécessaire d'avoir de nouvelles collaborations au sein de l'écosystème d'innovation de la santé et d'aligner les différents rôles et contributions individuelles des différents partenaires pour optimiser les résultats et de relier l'offre d'innovation, en particulier celles qui sont sans risque et qui sont validées pour une transition à la mise à l'échelle. Diapositive suivante. Alors, la réponse à ces défis ou à tous les défis qui ont été mentionnés était que le GFF, par le biais de la Banque mondiale, par le biais de R4D et IHA, ont exploré comment on peut faciliter, comment l'innovation peut faciliter une plus grande demande du secteur public et une mise à échelle des innovations sanitaires. Le programme en Tanzanie, donc le programme que nous avons fait en Tanzanie,
c'était de renforcer la demande du secteur public pour les innovations en matière de santé et la mise à échelle de ces innovations. Il y avait 2 phases. La première phase était en fait de savoir quelle était la portée. La deuxième phase était la conception et la co-création. La première allait du mois de juillet au mois d'août 2022, dans laquelle nous avons fait une analyse de la littérature et une revue du contexte, des entretiens avec des informateurs clés et les parties prenantes locales et internationales. Nous avons généré un rapport sur la demande du secteur public et pour la mise à l'échelle et pour les opportunités de fourniture de prestations. Et donc, nous avons donc 3 rapports qui ont été générés dans la phase 1. La phase 2, ce que nous avons fait, c'est que nous avons co-conçu et co-créé, donc du mois de septembre au mois de novembre 2022. Nous avons donc co-développé un modèle montagne qui était mené au niveau local pour améliorer la demande d'innovation et la mise à l'échelle. C'est quelque chose qui a été fait par des cohortes nationales et régionales, co-conçu donc, un plan d'action a été proposé. La cohorte a présenté leur approche, l'approche qu'ils recommandaient à la hiérarchie du gouvernement de la Tanzanie pour leur validation. Donc, nous avons entamé une méthodologie d'évaluation du paysage avec 2 buts. Un, c'est-à-dire donc de faire une cartographie du paysage en ce qui concerne les différents cadres politiques qui étaient pertinents, ainsi que les obstacles empiriques qui pourraient influencer l'innovation SRMNEA dans le système de santé de Tanzanie. Deuxième objectif, de comprendre les opportunités du côté de l'offre en ce qui concerne les innovations RSMNEA. Nous avons fait donc une revue en profondeur de la littérature à tous les niveaux. Et ensuite, nous avons fait des entrevues, des entretiens avec des informateurs clés, avec les parties prenantes du niveau national, au niveau régional et jusqu'au niveau communautaire. Ensuite, nous avons fait une analyse des données, une synthèse et une ébauche de rapport. Et la 4e phase était en fait la validation des conclusions et le rapport définitif. Alors, les conclusions, en ce qui concerne les facteurs qui influencent la demande et la mise à échelle des innovations de santé, nous avons en fait catégorisé ça en 6 facteurs. Le premier, c'est l'articulation de la demande. L'autre facteur, c'était en fait les incitations pour chercher des innovations. Le troisième était en fait une prise de conscience, une sensibilisation aux innovations potentielles. Quatrième, la capacité à s'engager efficacement par rapport aux innovations et aux innovateurs. La volonté politique pour les ressources financières et ensuite les règles et les règlements et les procédures. Donc, ces facteurs ont des interactions et bien sûr s'influencent mutuellement. Alors, Mariam, est-ce que je peux vous dire? Vous avez 5 minutes supplémentaires. Je sais que vous avez énormément de conclusions. Est-ce que vous pourriez en fait sélectionner quelques-unes de vos conclusions et ne pas passer en revue toutes vos diapositives? Alors, sur les conclusions, par exemple, donc pour les défis en ce qui concerne la demande dans le secteur privé, nous avons en fait trouvé que il n'y a pas de ligne directrice
dans le secteur de la santé pour adopter les innovations. Et nous avons aussi découvert que certains partenaires, en ce qui concerne certains partenaires innovateurs concentrent l'innovation SRM-NEA sur une seule intervention sans tenir compte des autres composantes. Un autre défi, c'était la sensibilisation qui est insuffisante par rapport aux innovations potentielles disponibles parmi les parties prenantes du secteur public. Donc, notre rapport indique énormément des défis ainsi que les solutions potentielles qui ressortent de tout cela. Nous avons donc, il y a des problèmes en termes de la budgétisation et des allocations. Donc, ça, ce sont des exemples de certaines de nos conclusions. Nous avons aussi, en termes de conclusion, les priorités politiques et potentielles et la correspondance potentielle avec les innovations de santé. En termes de santé maternelle, en termes de la santé des enfants et des adolescents, nous avons fait correspondre les innovations qui pourraient correspondre à la santé maternelle et la santé de l'enfant pour ces domaines. Alors, maintenant, après cela, je vais demander à ma collègue de continuer avec ce modèle. En fait, nous ne pouvons pas continuer parce que nous n'avons plus de temps. D'accord, merci. Donc, le processus de modèle montagne est en fait un modèle qui est un cadre de référence conçu pour aider un processus dirigé par le gouvernement et axé sur la demande. Cela ne prescrit pas les activités à l'avance, mais en fait, il se concentre sur une appropriation du modèle et une co-création contextuelle. Donc, pour la Tanzanie, la mise à l'échelle pour le secteur public. Ensuite, nous avons eu 4 étapes qui incluaient l'articulation de la demande, faire correspondre la demande aux innovations, l'adoption et la mise à l'échelle et l'institutionnalisation et MEAL. Diapositive suivante. Donc, c'est en fait le modèle montagne proposé pour la Tanzanie. Le modèle du Kenya avait plusieurs autres étapes, mais pour nous proposons 4 étapes et non pas 6. Donc, les étapes 2, 3 et 4 de ce modèle montagne. Ah oui, effectivement, j'allais demander à Agnès de montrer les différentes étapes. Maintenant, on peut voir effectivement les différentes étapes. Donc, ça, ce sont les 4 étapes, comme je l'ai dit auparavant. C'est quelque chose qui a été adopté du Kenya, mais le modèle du Kenya avait, lui, 6 étapes. Pour la Tanzanie, nous avons proposé d'avoir 4 étapes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Les étapes ou les phases. Donc, pour la phase 1, nous avons perdu l'audio. Nous avons perdu l'audio. Donc, il y a... nous avons perdu l'audio. Donc, articulation de la demande numéro 1. Deuxièmement, faire correspondre la demande avec les innovations. Le 3, adoption et mise à échelle. Et 4, institutionnalisation et MEL. Je pense que nous avons perdu le docteur Mariam. Je pense que nous vous avons perdu à la dernière diapo. Sorry, we lost you. Nous vous avons perdu votre audio sur la dernière étape. Nous n'avons pas d'audio. Je pense que, voilà.
Qu'est-ce que c'est que MEL? MEL. C'est quoi MEL? MEL ou MEAL? Qu'est-ce que c'est comme abréviation? Cela représente quoi? MEL, donc c'est en fait évaluation monétaire, apprentissage et évaluation. Oui, je pense que nous avons compris le processus en général. Merci. Et donc, parlons des prochaines étapes. Bon, prochaines étapes, nous allons établir un comité un pilote intérimaire afin de mettre en œuvre les recommandations et le plan d'action. Nous avons élaboré ce plan d'action et nous attendons la mise en place des structures formelles. Le ministère et les représentants des collectivités locales et les champions régionaux seront des membres de ce comité. Nous avons perdu l'audio. Oui. Développer des termes de référence pour développer, élaborer des lignes directrices pour la priorisation et l'évaluation des innovations. Nous allons renforcer la capacité des points focaux du comité directeur et des équipes d'innovation. Nous allons aussi cartographier les partenaires et identifier les innovations prioritaires dans les domaines de la santé. Et nous allons encourager la transparence entre les innovateurs et les organisations afin d'encourager la co-création. Et en dernier, nous allons essayer le modèle montagne dans une ou deux régions en Tanzanie, y compris la région de Dar es Salaam. Merci beaucoup. Merci, Dr. Mariam. J'ai une question de clarification. Pourquoi vous utilisez ce terme modèle de montagne, mountain model en anglais? Oui, j'ai entendu votre question. Oui, nous disons que c'est un modèle en forme de montagne parce que ça commence à la première étape. Il faut passer par les étapes comme si on veut ascendre au sommet d'une montagne. Ah, merci. D'accord, oui. J'étais curieux. Donc, un grand merci pour cette excellente présentation. Nous allons utiliser les applaudissements virtuels pour cela. Nous allons continuer avec où nous aurons des questions plus tard. Maintenant, nous allons passer la parole aux représentants de Rwanda. Si ils sont là, je vais passer la parole à Alain Placide et Gilbert Muna. Merci beaucoup. Merci, Dr. Mariam. Alain, si vous êtes ici. D'accord, vous avez commencé le partage d'écran. Et Fernanda va mettre les versions françaises. Et ma collègue Fernanda met le document dans le chat. So, Alain, we can see the presentation, but we cannot see you. D'accord, Alain, nous voyons la diapositive, mais nous ne vous voyons pas. Ah, voilà. Merci, Pascal. D'accord, vous avez 15 minutes. Merci beaucoup. Je m'appelle Alain Placide. Je travaille avec le GFF et l'Agence de développement de l'enfant. Ou l'Agence nationale de développement de l'enfant de Rwanda, NCDA, qui travaille avec un ensemble de systèmes de données. Et nous avons créé ce tableau de bord du développement intégré de l'enfant. Pour vous dresser le tableau, nous avons noté que les expériences de la petite enfance
marque le développement du cerveau, des capacités, des compétences, des émotions, des comportements. Le gouvernement du Rwanda s'est engagé à encourager les politiques de développement de la petite enfance, ECD, y compris la nutrition, la santé, l'hygiène et l'apprentissage de la petite enfance. Le tableau de bord ICD, ou le développement intégré de l'enfant, soutient le suivi régulier des indicateurs prioritaires du cadre de résultats du plan opérationnel de la NCDA, qui sera mis en œuvre au niveau multisectoriel. C'est un dossier d'investissement du GFF pour le Rwanda. Et nous avons des plateformes pays avec des groupes de travail technique, entre autres. Voilà les défis auxquels nous nous sommes attaqués. Nous avions des systèmes d'information fragmentés, des systèmes d'information pour plusieurs secteurs, l'éducation, la santé, la protection sociale, protection des enfants, l'état civil, sécurité alimentaire, etc. Donc, ces systèmes d'information sont des compétences de plusieurs organismes gouvernementaux. Et il y avait des données par rapport aux indicateurs de l'OCDE qui n'ont pas été collectés. Et des outils innovants ont été créés qui a créé de nouvelles opportunités ainsi que le besoin de l'alignement et l'harmonisation. Un enfant de moins de 2 ans devrait recevoir une fiche de résultats. Il y avait aussi des visites à domicile, des agents de santé communautaire pour les enfants de moins de 3 ans. Il y avait de plus des fiches de résultats de l'ECD. C'était une enquête pour avoir des informations par rapport au développement de la petite enfance, pour comprendre la perception de la communauté par rapport aux interventions du développement de la petite enfance. Il y avait aussi une fiche de résultats pour le plan du district pour éliminer la malnutrition. Il y avait aussi des rapports mensuels, un outil de rapport mensuel. Donc, ce sont tous des outils à plusieurs niveaux et il fallait savoir comment rassembler toutes ces informations afin de partager ces informations avec les preneurs de décision pour prendre des décisions éclairées. Nous voyons tous ces systèmes d'information avec le ministère de Santé, les autorités locales et d'autres agences. Et tout cela était lié au plan national pour le développement de la petite enfance. Il y avait aussi des agences, il n'y avait pas de système centralisé. Donc, il n'y avait pas de système d'information central. On avait des besoins de données très spécifiques et une capacité technologique très limitée. La portée du projet était, nous avons souhaité créer un data hub, un centre de données pour consolider les données de plusieurs systèmes d'information afin de permettre un accès facile aux données et fournir des analyses de données
sur mesure pour les preneurs de décision. Les résultats attendus. Accès aux données améliorées, une amélioration de l'analyse et de la visualisation des données, et enfin, une amélioration de l'utilisation et de la qualité des données. Voilà notre cadre logique. Nous avons les entrants, les résultats et plusieurs indicateurs. Nous avons tous ces programmes, par exemple, la nutrition et la santé maternelle, la nutrition et la santé de l'enfant et les services et l'éducation de la petite enfance, parmi d'autres. Le processus, nous avons organisé des consultations avec des parties prenantes, avec des ministères et des agences du domaine social. Nous avons travaillé avec l'Agence de la Société de l'information. Quand nous parlons des agences, ce sont des institutions ou des organismes qui se trouvent au sein des ministères. Nous avons aussi fait une collecte des données pour tous ces systèmes et nous avons travaillé de plus avec la Banque mondiale, le GFF et des partenaires de développement. Comme je l'ai déjà dit, nous avons suivi un processus de consultation. Après, il y avait le processus de sélection et de conception. Nous avons élaboré un plan opérationnel et nous avons aussi réalisé une cartographie des sources des indicateurs. Nous avons fait une évaluation des systèmes de données existants. Une fois que nous avons fait la collecte des données dans un système, nous pouvons utiliser un système d'intégration pour ce tableau de bord. Nous avons aussi fait une élaboration des phases du projet selon le plan national pour le développement de la petite enfance, qui est actuellement le NCDA. Alain, vous avez 5 minutes de plus. Merci beaucoup. Le rôle du GFF dans ce projet, la valeur ajoutée du GFF est de fournir un soutien catalyseur et promouvoir l'alignement en collaboration avec d'autres partenaires. Le GFF a favorisé l'harmonisation et l'interopérabilité des systèmes et d'outils d'information. Voilà l'architecture du système et en fait de l'intégration de tous ces systèmes. Nous utilisons l'intégration avec un système et organisation, un modèle qui est facile à comprendre. Nous avons le système existant. On peut utiliser cela dans des systèmes. Nous allons utiliser les données des systèmes existants et après, nous pouvons les intégrer au nouveau système. Les données peuvent après être analysées et visualisées pour l'utilisation par les décideurs pour répondre aux besoins de la population. Le tableau de bord a plus de 200 éléments de données pour la nutrition et la santé maternelle et infantile. Il y a plus de 100 indicateurs prioritaires du cadre de résultats du plan opérationnel et un élément très important, l'intégration. Il fallait intégrer ces systèmes dans la nouvelle plateforme et dans le tableau de bord. Voilà ce que nous avons déjà fait pour assurer l'accès en temps réel. We are also one of the Nous avions établi quelques objectifs de données. Nous avons
plusieurs indicateurs clés par rapport à la prestation durable, par exemple, et nous pouvons noter avec jaune, rouge ou vert pour la performance. Les résultats jusqu'à présent, nous avons commencé. Donc, il y a une focalisation sur les priorités nationales et les tendances actuelles des données qui se sont progressivement améliorées grâce aux analyses données. Le tableau de bord a permis une concentration plus forte et soutenue sur les priorités nationales par la direction de la NCDA. Nous avons utilisé des données qui sont devenues routines au sein de la NCDA. La qualité des données s'est améliorée. Nous avons donc un certain nombre de résultats positifs et nous voulons créer plus de plateformes spécifiquement pour la santé, pour la nutrition. Donc, une plateforme d'utilisation des données conjointe du ministère de la Santé, de RBC, de la NCDA doit être créée pour maintenir l'élan et renforcer une solide culture d'utilisation des données. Ici, vous voyez qu'il y a une capture d'écran des tableaux de bord personnalisés. Vous voyez la condition de chacun de ces niveaux. Nous avons aussi capturé donc nous avons des indicateurs sélectionnés qui peuvent être accédés facilement. Pas besoin d'écrire des lettres officielles pour demander tout cela. Maintenant, les enseignements tirés. Nous avons donc les systèmes d'information au niveau multisectoriel exigent un engagement important des parties prenantes, ce qui peut prendre du temps, mais qui favorise l'adhésion et la durabilité. Il y a aussi une forte approbation de la direction. C'est essentiel pour créer une dynamique et pour promouvoir un engagement partagé dans tous les secteurs. Je peux souligner certaines choses en ce qui concerne les étapes suivantes. Nous voulons adapter beaucoup mieux le tableau de bord en fonction des commentaires des utilisateurs, avoir des cartes de notation et aussi pour déployer une forte campagne de promotion de l'utilisation des données au niveau national et infranational. Parce qu'un système qui n'est pas utilisé est un système qui n'est pas utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'essayais effectivement d'applaudir. Merci beaucoup. Je pense que c'était très intéressant. Merci. Vous pouvez donc fermer votre présentation. Nous avons maintenant une question sur le Tchad et nous allons y revenir. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, envoyez-les dans le chat. Et si vous avez des questions, nous aurons du temps pour une séance questions-réponses dans quelques minutes. J'aimerais donner la parole à Alain qui va nous parler un petit peu du cas du Tchad. Alain, est-ce que vous êtes disponible pour nous parler du Tchad? Pas Alain Placide, mais c'est un autre Alain. Alain, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, on ne vous entend pas. Pas de Alain. Je vois des visages, mais je ne vois pas Alain en particulier. D'accord. Est-ce que vous voulez dire Caribandais? Non, Alain du GFF. Oui, pour le Tchad. C'est quelqu'un du ministère, mais ce n'est pas moi. La personne, qui est la personne qui devrait en fait nous présenter le Tchad?
Je n'ai pas le nom de la personne qui doit faire la présentation pour le Tchad. Ah, Daniel. Yes, go ahead. Alain, je pense qu'Alain pourrait le faire. Morbé, est-ce que vous pouvez faire la présentation? Morbé? Morbé, est-ce que toi, tu as la présentation? Je sais que la personne qui devait présenter, c'était le secrétaire général qui n'est pas disponible. Est-ce que Morbé, tu veux bien faire la présentation du Tchad sur l'innovation que vous avez proposée sur la santé numérique? Ou est-ce que tu n'avais pas prévu de parler? Est-ce que tu nous entends, Morbé? Je vois que ton micro est ouvert. Ah, nous avons du mal à parler au Tchad aujourd'hui. Non. Ben, écoutez, si vous voulez bien, je laisse mes collègues voir avec le chat pour voir si on a la possibilité d'avoir la présentation comme le secrétaire général devait être présent. Ce n'est pas le cas, donc on va voir si quelqu'un peut faire la présentation sur la santé numérique. Et en attendant, il y avait déjà une question dans le chat pour la Tanzanie. Donc, si vous voulez bien, on va juste passer à cette question. Et donc, je vais la... Hi, Pascal. Oui, Daniel. Yes, Hi, Pascal. Daniel, please I go think ahead. I can do the presentation Do you because want to I do have it? it. Je peux Okay, so faire la présentation du it's Tchad. nice if we have all three presentations in one go, right? So Daniel, please Donc, go ahead. très bien, c'est mieux d'avoir les présentations les unes à la suite des autres. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on ne peut pas vous voir, mais on peut vous entendre. Ah, voilà, maintenant on peut vous voir. D'accord. Let me try and share my screen. Alors, je vais essayer de partager mon écran. And we're going to talk- no, to take, we're going to talk about, the Nous allons parler de l'identification des opportunités numériques et le développement d'une stratégie au Tchad. Donc, l'identification d'une opportunité d'innovation de santé en termes de SRMNEA. Et allez-y, mettez vos commentaires dans le chat. Nous aurons le temps d'avoir Alors, allez-y. Donc, vous pouvez voir oui, vous avez donc. Alors, je m'appelle Daniel et je suis spécialiste au GFF et je travaille dans l'innovation. Et je ne devais pas présenter ça, mais malheureusement, comme ce n'est pas possible, je vais le faire. Donc, au contraire des autres présentations que vous avez vues, les deux présentations qui viennent d'être faites, celle-ci pour le Tchad va se focaliser sur les préparations qui ont été faites en termes d'innovation. Et donc, je vais aussi indiquer que l'innovation, eh bien, on n'a pas besoin que ce soit un produit physique. Ça peut tout simplement être des idées pour essayer de voir comment on peut obtenir beaucoup plus d'efficacité. Donc, le but, c'était en fait d'améliorer l'utilisation et la qualité des prestations de RSMRNEA et en voyant comment la santé, comment on pouvait utiliser les données et comment en fait utiliser des outils numériques et des solutions, s'appuyer sur renforcer la gestion des ressources publiques, renforcer le capital humain et réduire la vulnérabilité et assurer la durabilité de la prestation de services. Alors, comme je l'ai dit, c'est en fait une action de planification. Maintenant, les livrables, c'est un rapport de diagnostic sur l'écosystème de la santé numérique au Tchad, avec un accent particulier sur la santé numérique et les éléments constitutifs du système de données, de voir quelles sont les innovations éprouvées et réalisables dans le contexte du Tchad qui peuvent être mises en œuvre à grande échelle pour améliorer la supervision des agents de santé. Et ici, on peut donc utiliser ça pour superviser les agents de santé communautaires et la formation continue des agents de santé. Aussi, une feuille de route ou une proposition pour les prochaines étapes recommandées afin d'informer le développement d'une stratégie globale.
Alors, ce projet a été, la valeur ajoutée du GFF, c'est en fait un financement catalytique pour le développement d'un outil pour les agents de santé communautaires, de faire une évaluation du paysage des innovations et pour développer une stratégie de santé numérique. Alors, le Tchad a bien sûr certains défis à relever, mais du point de vue de l'innovation, on considère que ce sont des opportunités. L'économie numérique du Tchad est en fait au balbutiement et et bien sûr, c'est une opportunité. Il y a plusieurs secteurs d'expérience du secteur. Le secteur numérique tchadien a des lacunes importantes en ce qui concerne l'accès à une connectivité numérique de qualité, l'utilisation des services numériques et aussi l'éducation numérique. En outre, l'infrastructure numérique du dernier kilomètre au Tchad n'est pas vraiment bien répartie dans l'espace pour pouvoir réaliser le potentiel économique de la région au sein, donc au Tchad. Nous avons aussi certains défis en termes de ressources et le besoin de coordonner des partenaires pour qu'il y ait une opportunité que ces partenaires puissent travailler en collaboration et pour permettre de mettre en œuvre et de mettre à échelle les stratégies qui sont choisies. Il y a bien sûr des défis en termes de stratégie de santé communautaire. Il y a une mauvaise coordination des partenaires, une faible activité et une qualité des services de santé communautaires. Il y a aussi, bien sûr, c'est quelque chose, il y a une limite des ressources, une mauvaise connectivité mobile, électricité, alphabétisation. Et il y a donc, et ça, bien sûr, ça, c'est quelque chose qui n'est pas unique au Tchad. C'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal d'endroits. Et ça entraîne le besoin d'avoir beaucoup plus de ressources dans les différentes régions, en particulier ceux qui se trouvent dans les zones fragiles du Tchad. Alors, le Tchad investit pas mal d'efforts stratégiques pour pouvoir bâtir une base solide, pour avoir un personnel de santé communautaire efficace et largement dispersé. Et les stratégies associées au personnel de santé et à son intégration permettront aux établissements de santé de fournir une structure bien solide pour une meilleure mise en place. Il faut s'assurer que tous les systèmes qui sont mis en œuvre, numérisés, ne sont pas mis en œuvre uniquement au niveau central, mais aussi au niveau du district dans tout le pays. La numérisation du HMIS avec la mise en œuvre du DHIS2 est encore dans une phase pilote et on ne la voit qu'au niveau du district. Il y a toujours une collecte manuelle des données et les rapports sont en fait en place à tous les niveaux du système de santé. Plusieurs initiatives ont été soutenues par des partenaires avec des composantes numériques, y compris l'extension du DHIS2 pour avoir une information sanitaire au niveau infranational. Alors, quelle est l'évaluation de ce qui est en place? Donc, certaines des recommandations ont été de réduire la fragmentation des partenaires, donc de les aligner d'avoir un alignement des efforts, mais aussi d'aligner les ressources en ce qui concerne les agents de santé communautaires, les programmes et les rapports, d'avoir une coordination et une gouvernance au niveau central, d'avoir une augmentation de la quantité et de la qualité des services fournis au niveau communautaire par
le cadre national existant des agents de santé communautaire grâce à des superviseurs dédiés et formés à des outils de supervision numérique. Il faut aussi avoir une meilleure précision et transparence des informations sur la santé communautaire à tous les niveaux grâce au déploiement d'outils de supervision numérique. Quelques recommandations de la dernière évaluation. Il est important d'avoir une stratégie de santé numérique et un plan à long terme pour les systèmes numériques pour qu'ils répondent aux problèmes que nous avons déjà notés. Un note de concept a déjà été rédigé et partagé et nous avons fait la demande des commentaires. Il est important d'avoir des politiques qui sont alignées, surtout pour le financement et pour la mise en œuvre d'un système numérique. Vous avez 2 minutes de plus, Daniel. Ne vous inquiétez pas. Oui, 2 minutes, ça suffit. Il faut aussi aligner l'approche du gouvernement et la politique pour la mise en œuvre de ce système numérique. Il faut renforcer les compétences de leadership. Il faut aussi fournir des études de cas pour qu'on puisse comprendre l'échelle nécessaire pour fournir des prestations de services de santé numérique. Pour traiter des questions de supervision, il faut améliorer le système de gestion et aussi pour assurer que nous avons accès à l'entrée des données en temps réel. Un des outils que nous avons utilisé au Tchad, qui a été très pertinent pour cette innovation, est le Swiss TPH 6REF. C'est un des outils que nous avons présenté aux parties prenantes et les parties prenantes ont dit que c'est un outil qui peut être très utile. C'est un système d'aide à la décision clinique pour des professionnels de santé et c'est un outil que nous utilisons pour améliorer la qualité des soins. Nous avons mis en œuvre l'utilisation de cet outil dans plusieurs régions du Tchad et nous avons déjà les preuves de l'efficacité de cet outil. Nous avons des plans pour l'utilisation de cet outil dans des initiatives de santé mentale aussi. Quelles sont les prochaines étapes d'élaborer une stratégie de santé numérique et d'aligner les politiques, de renforcer les compétences de numérisation. Et nous pouvons élaborer des politiques et des processus non seulement pour encourager cet alignement, mais aussi pour renforcer les capacités et les compétences. Nous pouvons aussi cartographier, améliorer les processus et les compétences pour assurer que la supervision et la formation numérique est pris en compte. Et comme tout autre pays, il faut mettre en place un système d'identification des clients. Il faut aussi prendre en considération plusieurs éléments que nous sommes en train de concevoir d'un outil comme celui-ci. Une question de formation pour les établissements sanitaires. Merci beaucoup. Merci. Merci, Daniel. C'était
une présentation très intéressante, une innovation très intéressante. Beaucoup à tous. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Je regarde un petit peu. Je vais poser Alors, il y a une première question qui concernait le Rwanda. Peut-être qu'on peut commencer par celle-là. Non, il y avait une sur la Tanzanie. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par la Tanzanie. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que le docteur Mariam est toujours là? Donc, la question pour la Tanzanie était la suivante. Est-ce qu'il faut des lignes directrices et des cadres spécifiques pour valider les innovations, les résultats des innovations en Tanzanie? Et pourquoi ne pas utiliser les directives et les cadres qui existent généralement dans le pays? Est-ce que la Tanzanie a une expérience à ce sujet? Est-ce que Dr Mariam est là pour nous partager son point de vue sur les cadres et les lignes directrices pour la question de l'innovation, Dr Mariam? Non? Écoutez, on va voir qu'il y a peut-être un problème technique. Par contre, il y avait des questions pour le Rwanda. Et donc, je vais en profiter pour prendre celle-ci. Et si il y a d'autres commentaires, alors, si je comprends bien, pour le Rwanda, il y avait une première question sur comment avez-vous fait concrètement pour réussir l'alignement des partenaires? Et une deuxième question, c'était sur la question de la soutenabilité du projet si le leadership change. Et donc, est-ce que Alain Placide veut bien nous partager un petit peu la question du leadership et de l'alignement des partenaires? Yeah, thank you so much, Pascal and colleagues. Merci beaucoup, Pascal et chers collègues. Je vais d'abord répondre à la question par rapport à l'alignement des partenaires. Nous avons ces plateformes nationales et il y a plusieurs institutions gouvernementales qui sont des membres de cette plateforme avec d'autres partenaires, des organisations. Nous avons par exemple un groupe de travail technique pour la nutrition, ainsi qu'un groupe de travail technique pour le développement de la petite enfance et la protection des enfants. Et nous utilisons cette plateforme pour encourager l'alignement des partenaires et nous avons aussi organisé plusieurs réunions pour parler de ces sujets et aussi pour parler de la production des données. Nous parlons avec les collègues par rapport à l'accès aux données et l'accès à la plateforme. Nous utilisons les plateformes pour ce faire. Voilà une solution qui a été soutenue par le gouvernement. La nutrition est un domaine très important pour l'Agence de développement de l'enfant. Et nous avons aussi travaillé avec plusieurs groupes de travail techniques. Par exemple, nous avons des représentants de l'UNICEF qui est le président d'un groupe de travail technique et qui travaille avec l'Agence de développement de l'enfant. Nous avons invité le président, le coprésident à la réunion pour qu'ils puissent discuter entre eux. Pour la question de la durabilité, par exemple, avec des changements de direction au niveau institutionnel, c'était une question importante. Bien sûr, cette initiative est dirigée par l'Agence nationale de développement de l'enfant, mais nous avons l'implication des plus hauts niveaux, par exemple le ministère des Finances. Nous avons la discussion du budget, l'affectation des ressources, pour la planification, la prise de décision et l'affectation des ressources. C'est une initiative qui
est appuyé par plusieurs agences et plusieurs institutions, et en plus au niveau des ministères. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose qui dépend d'une personne au niveau de la direction. Il y a plusieurs parties prenantes à ce niveau. Deux commentaires importants. Le Burkina a dit qu'ils ont un projet similaire et le représentant a demandé s'il serait possible d'avoir une rencontre. Oui, je pense que ce serait très intéressant. Il y a aussi une question par rapport à l'interopérabilité avec les autres plateformes. Sans entrer dans les détails techniques, si vous pouvez répondre à cette question. Merci beaucoup. Oui, nous avons notre tableau de bord. Nous avons utilisé le DHIS2 comme source ouverte. Et nous l'avons utilisé avec les utilisateurs de ce système et le gouvernement. Et donc le tableau, qui est un outil d'analyse et de visualisation, c'est quelque chose qui peut être utilisé avec plusieurs projets. Par rapport à l'interopérabilité, oui. Durant la phase de la conception, nous avons pensé à utiliser les technologies qui peuvent marcher avec des systèmes existants. Nous avons regardé dans les institutions pour savoir s'il y avait un système qui pouvait être facilement connecté aux systèmes existants. Voilà pourquoi nous avons utilisé la technologie du DHIS2. Je pense que c'est une question de consultation et de travailler avec toutes les parties prenantes pour encourager l'adoption et pour assurer l'interopérabilité. Et pour nous, la question de la durabilité était une question primordiale. Nous avons travaillé au niveau du gouvernement pour assurer l'engagement du gouvernement. Donc, c'est le gouvernement en tête. Question. Just add something on the interoperability because it's not a question for Rwanda only. Peut-être que nous pouvons parler un peu plus de l'interopérabilité. Ce n'est pas simplement une question pour le Rwanda. Je pense que c'est une question très importante pour nos participants. Nous pouvons utiliser un système qui s'appelle OpenAPI, qui permet l'interopérabilité avec d'autres systèmes. Et nous nous sommes rendus compte du fait qu'il y aura une nouvelle version du DHIS2 qui va faciliter l'interopérabilité avec d'autres plateformes. Ce sera disponible bientôt. Merci beaucoup. Oui, c'est une question très importante qui est un élément de plusieurs discussions. Du Rwanda au niveau des provinces, districts de santé, établissements de soins, etc. Alain Placide, très rapidement. Thank you so much. The tool itself for... Merci beaucoup pour cette excellente question. Pour la collecte des données, cela commence au niveau le plus bas, les unités d'organisation. Et après, ça passe au niveau des établissements de soins. Et après, au niveau des districts de santé. Donc, nous avons niveau national, niveau des provinces, niveau des districts de santé. Pour nous, pour la visualisation, ça va jusqu'au niveau des districts. Mais oui, pour la collecte des données, nous commençons sur le terrain. Qui voulait intervenir. Il est le coordinateur d'un projet qui est financé par la coopération suisse et qui voulait ajouter des précisions sur le projet du Tchad. Jean-Bernard, est-ce que vous voulez
Jean-Bernard. Oui, merci beaucoup pour Oui, bonjour. la parole. Bonjour. Merci Avec pour la plaisir. parole accordée. Je voudrais remercier d'abord M. Daniel pour sa brillante présentation. Et je voulais juste apporter également quelques éléments pour voilà, argumenter un peu plus. Il faut dire qu'il y a eu une conférence nationale sur la santé numérique en juin 2022. Et lors de cette conférence, il y a eu quand même certaines innovations qui ont été présentées au Tchad, notamment le DHIS2, qui a d'abord été initié par le PADS dans ces zones d'intervention et grâce au financement de la coopération suisse. Et il y a eu un travail qui a été fait avec le ministère de la Santé et ensuite ça a été adopté au niveau national. Mais c'est-à-dire l'utilisation vraiment effective de cet outil dans toutes les provinces du pays n'est pas vraiment encore une réalité. Mais dans nos zones d'intervention, par exemple, au niveau des deux zones où nous intervenons, notamment le Moyen Chari et le Bata, ce logiciel est vraiment effectif. Et donc, les données sont analysées et renseignées grâce au dispositif qui a été mis en place. Et donc, ça, c'est quand même un acquis majeur. Et avec l'appui de l'OMS pour les autres provinces, je pense qu'il y a un travail qui est en cours. Et avec le temps, c'est sûr qu'on pourra arriver à un bon niveau d'utilisation de ce logiciel. Il y a également, dans la présentation, ça a été évoqué, il y a le SISREF, c'est-à-dire le système d'aide à la prise en charge des réfugiés qui est mis en œuvre par SUSTPH et CSSI dans la zone de Gorée. Et donc, ce projet a développé des outils d'aide à la décision clinique. Et donc, grâce à l'utilisation de tablettes, les prestataires de soins sont orientés dans le diagnostic et également dans le traitement, grâce à des algorithmes qui ont été développés. Et donc, on a déjà des retours satisfaisants de la part des utilisateurs qui sont les prestataires de soins, mais également des bénéficiaires qui sont les patients. Et il y a eu une évaluation récente de ces outils et il y a vraiment beaucoup de satisfaction. Il y a l'autre aspect, c'est le développement des registres électroniques. Et donc, ces registres également sont utilisés. Et donc, vu la satisfaction, nous sommes en discussion avec le ministère de la Santé pour une extension, une vulgarisation de ces outils-là. Et donc, ça, c'est un point que je voulais évoquer. Le troisième outil que nous sommes en train de développer dans le cadre de l'assurance santé, c'est l'outil OpenEMIS, qui est un système d'information et de gestion de l'assurance santé qui est actuellement mis en œuvre, qui est actuellement développé dans nos zones d'intervention, notamment à Danamadji, où nous avons des mutuelles de santé. Et donc, avec le ministère de la Santé et le PADS, nous sommes en train de développer cet outil et voir, dans le cadre de la CSU, comment cet outil peut contribuer à l'opérationnalisation de la couverture santé universelle. Donc, voici un peu quelques éléments que je voulais apporter. Merci. À la présentation du chat. Merci bien. En effet, c'est très riche d'avoir ajouté ces éléments. Dr. Mariam, can you hear us? And can you speak? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez parler? Est-ce que vous voulez intervenir? Dernière question avant de conclure notre séance d'aujourd'hui. Non? Le micro ne marche pas. J'ai une dernière question, mais très rapide, pour le Rwanda et le Tchad. C'est une question sur quels conseils vous pourriez donner aux pays qui, sur la base de vos expériences, qui voudraient se lancer dans un process d'innovation. Est-ce que Alain Placide veut commencer? Est-ce que vous avez, comme ça, rapidement, un conseil à donner aux autres pays qui seraient intéressés par lancer un projet de ce type? Alain Placide? Un conseil, un seul. Yeah, thank you so much.
Thank you so much, Pascal. Merci beaucoup, Pascal. Ce que je peux dire sur ce projet, c'est que pour le développement de systèmes d'information, il faut que ce soit très clair en ce qui... Nous avons perdu l'audio. Sorry, Alain, your mic is off. Nous avons perdu l'audio. Donc, ce que je disais, c'est que il est nécessaire que, en fait, qu'il y ait des spécifications d'exigence. Ensuite, les parties prenantes doivent intervenir dès le départ, dès la conception du projet. Voilà, le dernier, s'il vous plaît, et c'est d'assurer une appropriation de la part de la hiérarchie des décideurs. C'est un élément essentiel. Jean-Bernard, est-ce que vous voulez faire un dernier commentaire sur une recommandation que vous auriez pour les pays qui veulent entreprendre ce genre de choses? Jean-Bernard ou Morbé? Quelqu'un qui pourrait parler pour le Tchad? Ou Daniel? Oui, pour moi, le dernier point que je veux apporter, c'est d'abord une implication de toutes les parties prenantes à l'initiative, faire une étude de faisabilité, comme nous l'avons initié dans nos zones d'intervention, une phase pilote. Et avant, et la phase pilote va permettre d'avoir des résultats. Et maintenant, on pourra passer à une phase d'extension. Excellent. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci aux représentants du Tchad et de Tanzanie et du Rwanda. C'était vraiment un plaisir de vous écouter. Alors, l'étape suivante, c'est de se demander, mais quel est le plan pour l'innovation du GFF? Et je redonne la parole à Miragos, qui travaille sur les questions qui gère l'équipe des opérations au GFF. Amir, please. Thank you, Pascal. Great facilitation. Merci, Pascal. Formidable, très bonne animation. Merci beaucoup à tous les collègues, en particulier des pays qui ont fait part de leur expérience, de leurs défis, de leur réussite. Je suis très heureux de continuer la discussion. Bien sûr, 2 heures, ça n'est pas suffisant pour pouvoir creuser tout ceci en profondeur, mais cela montre à quel point il y a une bonne participation des pays avec le GFF. Je serai donc très bref. Nous avons 2 domaines de focalisation au GFF. Nous voulons continuer à travailler avec les pays, les gouvernements, ainsi que les parties prenantes au niveau national. Comme vous avez vu dans les présentations, il y a différents états, différents niveaux d'innovation, et le GFF est en fait participe à ceci du début jusqu'à la fin, et nous prévoyons de continuer à soutenir les pays à identifier systématiquement les innovations qui ont été identifiées durant pour répondre aux défis et aux besoins des pays qui ont déjà été testés et qui peuvent vraiment prouver qu'ils peuvent résoudre donc les défis en consultation avec les parties prenantes pour arriver à un stage, une étape de maturation. Donc, ces dernières années, nous avons discuté avec les gouvernements, la société civile, les bailleurs de fonds, ainsi que d'autres parties prenantes en ce qui concerne les défis. Une fois qu'ils ont identifié les innovations, qu'ils les ont testées, c'est en fait très difficile d'avoir une mise à l'échelle au niveau des pays. On a besoin de financement, il y a des limites de financement et autres. Donc, ça, ce sont des défis. Nous voulons, en fait, l'année prochaine, ainsi que les années qui suivent, nous voulons nous focaliser avec les pays pour pouvoir identifier ce qui a été piloté, ce qui a été testé en termes d'innovation, qui sont en fait à une étape de maturation pour pouvoir effectivement les mettre à l'échelle dans les autres pays. Et nous voulons vous aider à systématiquement incorporer toutes ces innovations qui ont maturé. Et bien sûr, je sais qu'au niveau des pays, il y a différents pilotes
sur les innovations. C'est difficile de les suivre, de savoir ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi. Donc, nous serions très heureux de vous épauler sur ce point, de bien sûr d'y mettre des ressources dans le domaine, bien sûr, en ce qui concerne le dossier d'investissement. Et nous serons très heureux de voir la possibilité pour pouvoir identifier les possibilités de cofinancement pour une mise à l'échelle. Donc ça va être en fait pour le GFF un domaine d'intervention. Deuxièmement, Supriya nous a parlé d'une approche systémique par rapport à l'innovation au niveau national pour nous assurer que nous répondons aux priorités des pays en termes de la réorganisation des prestations de services. Nous allons donc continuer à voir quelles sont les ressources nécessaires pour reconcevoir ces prestations de services, pour avoir une équité, une qualité et pour pouvoir explorer différentes opportunités à différents niveaux pour soutenir cette réorganisation et cette reconception des services pour l'innovation. Donc, ça, ce sont en fait deux domaines d'intervention, de focalisation sur lesquels nous serons très heureux de continuer à collaborer avec vous tous. Je vous remercie. À vous, Pascal. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons à la conclusion de notre dernier commentaire. Y a-t-il autre chose avant de terminer? Pascal, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Si vous pouvez mentionner le rôle bien sûr, des ressources. Nous pouvons donc identifier des cas, comme on l'a fait là. Nous pouvons donc partager au niveau des différents pays ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, nous allons au GFF, nous nous focalisons sur le partage des informations pour que tout le monde bénéficie. Donc, Louis et Pascal pourront peut-être en parler. Effectivement, c'est vrai. Et en fait, je ne me suis pas présentée quand on a commencé et je réalise donc, alors c'est la fin, juste pour vous dire qu'en fait, je m'appelle Pascal, bien sûr, Debert. Je fais partie de l'équipe d'apprentissage et de communication et de connaissances. Et ce que nous faisons, c'est que nous soutenons les experts du GFF et au niveau des pays à montrer leur travail, mais aussi nous soutenons, bien sûr, au niveau des pays, l'apprentissage, l'acquisition de connaissances et de partager des différentes expériences entre pays. Donc, tout à fait, c'est ce que je peux ajouter. Et ma collègue Fernanda aussi, que vous avez vue au départ, est en fait la facilitatrice pour coordonner les différentes présentations. Alors, y a-t-il autre chose que vous voulez ajouter en ce qui concerne le rôle de l'équipe? Non, je n'ai rien à ajouter. Je pense que tout a été dit. Je m'appelle donc, je suis à la tête de l'équipe d'apprentissage et c'est en fait très important effectivement de faire un partage des connaissances entre les différents pays et aussi non seulement les réussites, mais aussi les défis. C'est important de partager ça entre nous et d'apprendre au contact des uns des autres. Et donc, je suis très heureux de travailler avec Amir ainsi que beaucoup d'autres sur les innovations et un grand remerciement à Pascal et à Amir et à Fernanda pour avoir organisé cet événement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, c'est très important, effectivement, comme on l'a dit, c'est en fait un endroit pour un forum pour écouter, pour apprendre et pour pouvoir communiquer ce qui se trouve derrière le processus, pas uniquement les résultats. C'est pour ça qu'en fait, on a parlé du processus d'innovation et qu'il y a bien sûr des défis à relever. Je vois qu'il y a des commentaires dans le chat. Je suis vraiment effectivement en train de… Quelqu'un m'a dit, Jaime Del Rivero qui m'a dit, vous êtes vraiment génial. Donc, je suis en train de rougir. Merci. Nous aurons beaucoup plus de conversations sur ceci. Nous avons Amir, Supriya, Daniel. Nous sommes tous là pour vous soutenir. Si vous avez des besoins, des questions, n'hésitez pas à les contacter, à de contacter aussi vos points focaux dans les pays. Et donc, c'est tout maintenant. Et en fait, je ris parce qu'il y a des petits commentaires dans le chat. Donc, merci au docteur Maria, merci à Placide, merci à Jean-Bernard, merci à Alain Placide pour les contributions.
grand groupe. J'espère avoir le plaisir de vous revoir à une autre occasion et je vous invite à ouvrir vos caméras pour se dire au revoir une dernière fois. Dr Zakou, voilà, on vous voit bien. Dr Oscar, comment vas-tu? Dr Ouattara, bonjour. Dr Tseleke, merci beaucoup. Toujours un plaisir de voir les gens. On est un peu loin, mais finalement, avec la caméra, on se rapproche. Hello Fran, Nadine, toujours un bonheur. Serge, tu es au téléphone, mais on te voit. Tu me connais, je ne te rate pas, je ne vais pas vous rater. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, matin, après-midi, soir. Et Faustin, hello. Dr Djourbé.